Alors oui, effectivement, donc je vais vous présenter le travail que nous avons réalisé avec 3 autres étudiants de Sciences Po sur une étude qui nous a été proposée par l'OID qui était Résilience, à quoi ressemblerait la ville low-tech. Alors comme l'a dit Loïs, nous avons commencé et basé notre travail par une revue documentaire sur les différentes études en termes de low-tech et nous avons également réalisé de nombreux entretiens auprès d'acteurs et de spécialistes de la ville et des low-tech. Et cela nous a permis de réaliser une définition, proposer une vision de la ville low-tech, qui est la suivante. La ville low-tech met les humains et la nature au cœur de sa construction. Elle utilise des technologies durables, choisies et transmissibles dans un objectif de sobriété et de résilience. Alors, nous avons vraiment voulu développer une vision positive qui invite à se projeter, à imaginer son quotidien dans une ville low-tech, puisque nous sommes vraiment partis du postulat qu'un changement de comportement est possible et d'autant plus susceptible d'advenir si ce changement est désirable, donc s'il y a une vision qui est positive. Et donc, à ces fins, la publication complète qui sortira courant avril ou dans les prochaines semaines inclut une partie narrative au cours de laquelle nous suivons 4 personnages et nous découvrons la ville low-tech à travers leur expérience. Aussi, j'aimerais bien spécifier le fait que nous avons choisi d'envisager les low-tech ici, non pas comme une succession de solutions isolées, mais bien comme un principe directeur qui pourrait orienter le développement et la construction de la ville. Et donc, on a vraiment voulu vous proposer ici une vision systémique en imaginant donc quelles seraient les conséquences de l'application de la démarche low-tech à l'échelle de toute une ville. Alors, entendons-nous bien ici, il ne s'agit pas d'un modèle de ville low-tech rigide, mais puisque nous ne sommes pas d'ailleurs basés sur un modèle de ville existante, nous n'avons pas défini d'objectifs dans le temps. Ce sont ici, voilà, c'est l'occasion de vous proposer quelques pistes de réflexion qui sont bien évidemment soumises à débat, mais qui sont néanmoins applicables d'ores et déjà. Alors, je vais vous proposer un aperçu de la ville low-tech par 3 voies assez transversales. Tout d'abord, comment occuper l'espace de la ville low-tech, comment produire et consommer, et enfin, comment être un ou une citoyenne dans la ville low-tech. Premièrement, comment occuper l'espace? Alors, la ville low-tech est tout d'abord une ville à taille humaine. Alors, cela n'implique pas du tout, comme vous pourrez le penser, une dimension réduite ou un nombre réduit de citoyens. La ville à taille humaine a comme fondement les humains, les individus, leurs sens, leurs relations, ainsi que l'accès à leurs besoins primaires. Et donc, c'est une dynamique qui peut être applicable à l'échelle du quartier dans une grande ville. Et cela se concrétise notamment par la présence d'espaces collectifs et multifonctionnels. L'objectif ici, bien sûr, n'est pas de créer des lieux ou des espaces additionnels en artificialisant davantage les sols, mais de valoriser l'existant et de faire avec l'existant, de manière à ce qu'il favorise les comportements sobres. Ces espaces collectifs sont également une caractéristique fondamentale de l'habitat low-tech, puisque on peut ainsi imaginer une mutualisation de certains espaces et de certains objets à l'échelle même d'un bâtiment. Parce que voilà, je pense que notre habitat, pour la plupart d'entre nous aujourd'hui, est rempli d'objets que nous utilisons de manière très occasionnelle ou que nous pourrions utiliser de manière occasionnelle. Je pense par exemple à un sèche-linge, à une panoplie d'outils tels qu'une perceuse, une visseuse. Et donc, la mise en commun de ces objets au sein de lieux communs tels que des buanderies ou des établis à l'échelle d'un bâtiment, à l'échelle d'un immeuble, serait une vraie avancée low-tech. La nature également, donc comme je l'ai mentionné dans la définition, est un facteur absolument, est une dimension absolument fondamentale de la ville low-tech. Et donc, elle est réintroduite pour répondre à un grand nombre de besoins, tels que l'infiltration des eaux de pluie, la capture du CO2 ou le rafraîchissement de l'espace urbain.
Et c'est là où le scénario, où la démarche low-tech diffère des scénarios de Smart Cities, c'est qu'il s'agit ici d'une nature low-tech, c'est-à-dire d'une nature sauvage, adaptée au milieu et qui ne nécessite que très peu de ressources pour son entretien. Et donc cela se traduit par exemple par des trottoirs débétonisés, des carrés de friches qui pourraient mailler le territoire urbain. Au niveau des transports, la ville low-tech abandonne la voiture individuelle, du moins dans les caractéristiques qu'elle présente aujourd'hui, au profit de transports beaucoup plus, totalement décarbonés, tels que la marche à pied, le vélo sous toutes ses formes, donc le vélo cargo lorsque l'on a des produits à transporter, le vélo couché qui permet d'avoir une vitesse de pointe assez importante, et du coup, ou voir aussi, c'est ce qu'on peut voir dans cette petite illustration, on peut éventuellement envisager un retour de certains animaux de trait, tels que le cheval, et cela renforce du coup notre moindre besoin pour des routes bitumées. Ensuite, comment produire et consommer dans la ville low-tech? Intrinsèquement, la notion de low-tech implique une sobriété et donc implique de consommer moins et de consommer mieux. Cela se traduit donc par une valorisation d'objets réparables, réutilisables et transmissibles, c'est-à-dire que l'on peut partager, et ces objets le plus possible produits durablement. Cela implique donc un changement en termes de structure du travail et un besoin croissant pour les métiers manuels, les métiers d'artisanat, qui permettent non seulement de fabriquer ces outils, ces objets, mais également de les réparer. Et donc, ces métiers-là, ces métiers manuels, sont relocalisés au cœur de la ville low-tech, et on peut désormais très facilement aller faire réparer une enceinte, une chaise, du mobilier ou même ces outils numériques. Et à ce titre, les Fab Labs, qui sont, comme son nom l'indique, des laboratoires de fabrication, mettant à disposition différents outils, permettent une appropriation des savoirs et des savoir-faire par les citoyens. Et donc, on peut très bien imaginer qu'ils fleurissent à l'intérieur de la ville low-tech. Après, le pendant un petit peu de ce changement de paradigme en termes de travail, c'est d'envisager une diminution, voire une disparition potentielle, des métiers stimulant une consommation de masse, tels que le marketing. Et enfin, l'alimentation est un levier d'action clé à l'échelle individuelle. Elle doit être le plus possible locale pour diminuer la dépendance au transport carboné et végétale, ainsi qu'elle doit limiter les déchets. Alors la limitation de déchets, elle peut intervenir et elle doit intervenir à deux niveaux. Tout d'abord en aval, avec une généralisation du compost et de la consigne, qui pourrait très bien être pris par les services de la ville, avec, on peut imaginer encore une fois, un maillage du territoire avec des composts. Et la limitation de déchets doit également intervenir en amont, en réduisant les emballages des produits proposés avec une généralisation du vrac. Et enfin, comment être un ou une citoyenne dans la ville low-tech? Alors voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que toutes ces propositions un petit peu matérielles, assez concrètes que je viens de vous énoncer, elles trouvent un ancrage dans une citoyenneté profondément active, puisque l'idée n'est ici pas de faire émerger une ville low-tech par une contrainte supérieure, par une contrainte gouvernementale ou par carrément une dictature verte, comme on peut entendre un petit peu en ce moment, mais bien par une volonté citoyenne active parce que ce changement est désirable. Et donc, cela se base sur une participation citoyenne. Cette participation citoyenne est nécessaire tout d'abord pour identifier les besoins des individus. Et la démarche low-tech commence précisément avec cette identification des besoins fondamentaux pour distinguer l'utile du superflu. Ensuite, la participation citoyenne est également un levier majeur en termes d'acceptation sociale de ces changements, puisqu'on peut imaginer que certains nombres de ces changements peuvent s'avérer un petit peu rebutants pour certaines personnes, puisque cela implique une modification esthétique de nos critères par rapport à nos critères
parce que voilà, la ville low-tech, c'est une ville, comme je vous l'ai dit, avec une nature qui est plus sauvage, potentiellement des façades qui sont plus délabrées. Et si ces changements sont conduits par une participation citoyenne, nous sommes arrivés à la déduction qu'ils seront beaucoup mieux acceptés. Et enfin, également, la ville low-tech s'appuie sur des pratiques solidaires parce que la solidarité permet l'entraide, le partage des objets et les échanges de compétences mutuelles. Et enfin, la ville low-tech se construit par l'éducation, par la transmission. Et donc, il s'agit de sensibiliser les enfants dès le plus jeune âge à la présence de la nature, à la présence de pratiques low-tech. Et donc, sur cette illustration qui est inspirée de l'école des Boutours, on peut voir donc que la cour ici est débétonisée. On a des espaces verts pour sensibiliser encore une fois les enfants. L'enseignement supérieur a également un rôle à jouer et doit également évoluer dans cette ville low-tech, puisqu'il doit évoluer de manière à former les décideurs, à former les ingénieurs, les citoyens et les économistes, les acteurs de la ville à la démarche low-tech, non plus dans un but de rendement, de croissance, mais dans un but de résilience. Voilà, et du coup, j'étais également tombée sur ces vers de Paul Éluard qui, je pense, reprennent vraiment bien le message que l'on veut faire passer. Verdure utile, ville sensible, à votre tête viendront des hommes. Et donc, pour conclure, les solutions que je viens de vous énoncer sont applicables d'ores et déjà, dès maintenant. Elles méritent pour la plupart encore d'être développées, d'être débattues. Mais comme ça a été très bien dit dans l'introduction de cette conférence, la crise sanitaire actuelle montre le besoin saillant pour faire émerger une nouvelle résilience. Et les low-tech sont une réponse très intéressante. Et donc, je laisse la parole à Abigail, qui va maintenant vous parler des low-tech à l'échelle du bâtiment tertiaire. Merci beaucoup, Violette. Merci pour cette présentation. Je donne la parole donc à Abigail Morgan, qui va compléter cette présentation. Alors, vidéo peut-être. Et merci beaucoup, Violette. Donc, bonjour à tous. Donc, en effet, moi, je vais vous parler de low-tech et de bâtiments tertiaires. Donc, comme peut-être la plupart d'entre vous, lorsque nous avons commencé ce travail, nous ne savions pas qu'est-ce qu'était que le low-tech. Et donc, avec notre groupe de travail, nous avons fait toute une réflexion sur qu'est-ce qu'était le low-tech et qu'est-ce que cela impliquait. Nous avons déterminé qu'il s'agissait avant tout d'une démarche, et d'une démarche qui s'articulait autour de 3 principes: l'accessibilité, la réparabilité et la sobriété. C'est donc une démarche globale qui doit être mise à l'échelle de la société dans son ensemble, comme Violette l'a indiqué, puisqu'elle répond à notre mode de consommation et de production actuel qui implique un trop fort impact sur notre planète. Mais donc, si cette démarche est globale et systémique, pourtant, le low-tech repose sur des solutions concrètes, des savoir-faire techniques, et donc c'est pourquoi il est intéressant de voir sa mise en œuvre dans des domaines d'application en particulier. Donc, nous nous sommes intéressés à pourquoi le bâtiment low-tech tertiaire et comment faire le bâtiment low-tech tertiaire. Donc, nous avons rédigé une étude sur les perspectives de la mise en place de la démarche low-tech au sein du secteur du bâtiment tertiaire. Donc, déjà, je vais vous présenter pourquoi appliquer cette démarche low-tech au secteur du bâtiment tertiaire. Donc, je ne vais pas vous assommer avec tous les chiffres parce qu'en plus, on n'a plus vraiment le temps. Mais on peut noter que 75% des actifs travaillent dans le secteur tertiaire. Et donc, il y a une très forte demande en bâtiments de bureaux tertiaires. Et il y a donc forcément de forts enjeux derrière. Parce que il faut savoir que le secteur de la construction cristallise les enjeux liés à la raréfaction des ressources et au changement climatique. En effet, le secteur de la construction génère beaucoup de CO2, il utilise beaucoup de matériaux, et en particulier des matériaux non renouvelables tels que le sable ou les métaux. Il génère aussi énormément de déchets, et il implique forcément une artificialisation des sols, et qui est très désastreuse d'un point de vue écologique, puisque cela conduit à une imperméabilisation des sols, mais qui aussi pose un problème du point de vue de notre souveraineté alimentaire.
Donc, on voit ici l'intérêt de déployer la démarche low-tech au sein de ce secteur, puisque la démarche low-tech vise à une certaine sobriété, et on a vraiment besoin de cette sobriété dans un secteur qui utilise autant de ressources et qui génère autant de CO2. Or, aujourd'hui, force est de constater que les choses ne vont pas forcément dans son sens, puisque l'image de la ville du futur est une ville ultra connectée. Et donc, voilà, c'est un peu l'image qu'aujourd'hui, qui nous vient spontanément à l'esprit lorsque l'on imagine une ville du futur. C'est une ville connectée avec des smart buildings, donc des bâtiments intelligents, qui reposent sur l'Internet des objets. Donc, l'Internet des objets nous permet par exemple d'avoir à notre disposition de nombreux équipements qui permettent par exemple de dire lorsque la poubelle est pleine, de régler la température au degré près, de régler la luminosité, etc. Donc, déjà, socialement, se pose la question de savoir si toute cette prolifération de technologies est vraiment un progrès. Ensuite, écologiquement, toute cette technologie repose forcément sur de l'énergie, mais aussi sur des métaux, dont des terres rares, dont l'accès est jugé critique. Donc, malgré ce constat, on peut voir que le bâtiment du futur, le Smart Building, est pourtant inscrit comme un bâtiment de la ville verte de demain, un bâtiment qui va dans le sens de la transition énergétique, parce qu'il est composé par exemple de Smart Grid, qui permettent d'analyser les données de consommation des utilisateurs du bâtiment, et donc de réduire la consommation énergétique du bâtiment. Toutefois, la pertinence de ces bâtiments dans la transition écologique peuvent être remis en question parce que si ils permettent de faire des économies d'énergie lors de leur utilisation, il faut savoir que l'énergie grise n'est pas prise en compte. Donc l'énergie grise, c'est toute l'énergie qui a servi à la production des équipements, donc en amont de la phase d'utilisation. Et aussi, lors de leur utilisation, ils utilisent aussi de l'énergie qui n'est pas non plus prise en compte. Et enfin, en fin de vie, lorsque ces équipements deviennent des déchets, il est très compliqué de les recycler. Et aujourd'hui, en France, seuls 20% des déchets électriques et électroniques sont recyclés. Donc, cette remise en cause du smart building, en tout cas qui est une remise en cause dans le monde académique, on peut le voir par exemple dans un rapport du groupe du think tank The Shift Project qui propose de mettre en balance d'un côté les opportunités pour la transition de tous les objets smart, mais de les mettre en balance avec leur coût environnemental sur l'ensemble de leur cycle de vie. Donc, la question se pose de savoir si le smart building va donc dans le sens d'une sobriété énergétique, et aussi se pose la question de savoir s'il ne serait pas peut-être nécessaire de réenvisager notre manière de voir la ville du futur comme une ville forcément ultra moderne avec toutes sortes d'objets connectés. Et donc, face à tous ces constats qui viennent d'être posés, se pose la question de savoir et si faire du neuf n'était plus la priorité. Parce que la démarche low-tech implique d'abord de rénover, de réhabiliter et de faire avec l'existant. Surtout que l'on sait qu'en Île-de-France, par exemple, il y a un taux de vacance de 8,7% des bâtiments. Donc, on voit qu'il y a quand même beaucoup de bâtiments inoccupés. Et donc, se pose la question de savoir pourquoi est-ce que l'on construit. Et que la démarche low-tech implique donc de faire avec l'existant. Et qu'il y a également un énorme travail de rénovation énergétique déjà à faire sur les bâtiments existants, puisque près de la moitié de la consommation énergétique en France est due au secteur du bâtiment. Pourtant, il peut toutefois être nécessaire de construire, et si construire est nécessaire, une autre manière de construire est envisageable. Donc, par exemple, ici, vous pouvez voir un bâtiment qui est donc une éco-construction, puisque la façade est en aluminium recyclé, et le bâtiment a une empreinte carbone positive. Et donc cela, on va de plus en plus dans un sens d'une autre manière de construire, en réfléchissant à notre impact sur les ressources. Et ces bâtiments sont donc de plus en plus grands et font donc de plus en plus leurs preuves. Une réflexion est également menée sur les bâtiments biosourcés, comme ici vous pouvez le voir, et c'est un bâtiment à 80% biosourcé, et qui permet donc d'être un puits de carbone et d'avoir aussi un moindre impact sur les ressources. Les labels et les certifications vont aussi dans ce sens en donnant de la valeur à des bâtiments qualifiés de biosourcés, de bas carbone, de haute qualité environnementale, etc. Donc, notre groupe de travail a eu donc, suite à toute cette réflexion, s'est posé la question de comment on allait définir le bâtiment low-tech. Et donc, pour nous, le bâtiment low-tech, c'est un bâtiment donc de préférence réhabilité,
ou éco-construit, qui permet une sobriété des usages, c'est-à-dire une occupation réfléchie du bâtiment, en réponse aux enjeux liés à l'énergie et à la raréfaction des ressources. Donc, ce qui est important, ce n'est pas tant que le bâtiment soit éco-construit ou construit avec des éco-matériaux, mais plutôt qu'il permette de s'inscrire dans cette démarche de sobriété, d'accessibilité et de réparabilité. Nous avons donc imaginé un bureau low-tech. Donc, comme Violette, c'est un bureau, c'est avec des solutions techniques qui existent, mais elles peuvent être soumises à débat et c'est juste une autre manière d'imaginer le bureau aujourd'hui. Donc, nous avons identifié les éléments nécessaires au sein d'un bureau et nous avons essayé de voir quelles étaient les solutions low-tech qui existaient. Donc, par exemple, pour tout ce qui est confort thermique et réseau, donc pour l'isolation, le chauffage, la climatisation, nous avons essayé de voir quelles étaient les solutions concrètes low-tech et on dispose aujourd'hui de solutions et d'exemples concrets. Donc, par exemple, Enertech est un bureau d'études qui a construit son bureau uniquement avec des procédés low-tech. Et donc, ce bureau est construit avec une ossature en bois, une isolation en paille. Et la particularité, surtout, c'est qu'il ne nécessite pas de chauffage, puisque grâce à un triple vitrage et une bonne orientation des fenêtres, eh bien, il est possible de se passer de chauffage. Ensuite, dans un bureau low-tech, la gestion et l'agencement des locaux doivent être revisités. Donc déjà, c'est pour encourager certaines pratiques, par exemple comme les mobilités douces ou le vélo. Donc pour cela, on peut imaginer par exemple que le bureau soit équipé de vestiaires et de douches, ou qu'il dispose d'un local à vélo pour pouvoir permettre à ses usagers de venir en vélo au travail. Le bureau low-tech aussi permet d'intensifier l'usage des surfaces, c'est-à-dire de faire en sorte que le bureau ne serve pas uniquement de 8h à 19h, mais puisse permettre aussi à d'autres activités, par exemple le soir ou les week-ends. Enfin, dans un bureau low-tech, toute une réflexion sur les ressources humaines au sens large doit être menée, en revoyant par exemple la gestion des déchets, en installant des composts ou des choses comme ça, en revoyant aussi la manière de faire des achats pour faire des achats responsables, et surtout en sensibilisant tous les usagers de ce bâtiment. Parce qu'en effet, la démarche low-tech implique un changement de comportement. Et donc, pour qu'il y ait moins de résistance face à ce changement, il est donc très important que tous les utilisateurs soient sensibilisés aux enjeux et qu'ils acceptent complètement cette démarche. Donc, pour conclure, avec mes partenaires de travail, nous avons découvert la notion de low-tech et nous nous sommes passionnés pour cette dernière. Nous croyons fortement dans cette démarche pour un meilleur futur. Nous avons aussi découvert le monde de l'immobilier et nous croyons à la capacité de ce secteur à s'imprégner de cette démarche low-tech pour évoluer, s'adapter et surtout que les solutions sont actuellement déjà possibles puisqu'elles existent. Voilà, donc merci de votre attention.